Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité. À Racaille pour une heure et demie consacrée à Van Gogh et au borinage. C'est ce borinage, ce lieu sinistre où il est exercé comme prédicateur pendant 2 ans et où il s'est fait virer par l'église pour lequel il servait justement dans ce lieu, ce haut lieu de la misère. Voilà. Alors, cette émission, c'est aussi un regard en marge sur l'art, enfin on essaye en tout cas, et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Là aussi, on essaye vainement depuis des mois de faire passer les choses, mais bon, c'est pas gagné tous les jours. La petite citation trad, écoutez bien, moment de réflexion. La vie d'un peintre, c'est à rebours qu'elle se déroule. Le peintre naît vieux, encombré de béquilles. Il lui faudra une à une les briser. Et c'est de qui? C'est du père Bazaine. Vous connaissez Bazaine, hein? Vous connaissez pas Bazaine? Vous reportez à votre dictionnaire préféré. Voilà. Et tout de suite, après le petit bonjour que va vous faire ma camarade Pichécou, une pause musicale pour introduire, en quelque sorte, la suite de cette émission. Voilà, bonjour tout le monde. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Ou le blog www.aracaille.fr. Voilà le blog où il y a déjà tous les liens de l'émission, donc si vous voulez suivre en direct, allez-y. Pendant que t'étais à la campagne, en train de te faire cautériser, au lieu de rester dans mon pagne, moi je m'ai mis à dévaliser. Mais un jour dans la rue de Provence, je me suis fait faire marron sultan, et maintenant je tire de la Prévence à Mazas. C'est en dévalisant la case d'une Gers, une Gironde à Rupin, qu'on m'a fait avec nip de naze un montant l'air de mes copains. Faut y passer quoi, c'est notre rente. Aussi bon Dieu, je me plaindrais pas si j'avais de quoi me boucher la fente à Mazas. De Dieu mince de purée, c'est dégoûtant ce que nous cachons. Des nantis, des pois en purée, et de l'eau grasse comme à des cochons. Vrai, je m'enfilerais bien une bouteille à présent que t'es sorti de là-bas. Envoie-moi donc un peu d'oseille à Mazas. Tu dois bien ça à ton petit homme, qui a peut-être été méchant pour toi, mais qui t'aimait bien, car en somme, si je te flopais, tu sais pourquoi. À présent que me v'là dans les planques, et que je ne peux plus te coller des tas, tu ne te figures pas ce que tu me manques à Mazas. Faut que je te demande encore quelque chose. Ce serait que t'ailles voir un peu mes vieux. Vas-y, dis, je t'en prie, ma petite rose. Malgré que t'es pas bien avec eux, je ne sais rien de ce qui leur arrive. Vrai, c'est pas pour faire du pala, mais je voudrais bien que maman m'écrive à Mazas. Embrassons-nous ma gigolette. Adieu, sois sage et travaille bien.
tâche de gagner un peu de galette pour envoyer à ton pauvre chien. Nous retournerons sur le bord de la Seine à Meudon cueillir du lilas. Après que j'aurai fini ma peine à Mazas. C'était Patachou qui interprétait Amazas. Oui, pour le presse-papier de la semaine, enfin celui que je dois blablater, avant Piquet-Coup, Rébellion légumière en prison. Voilà, c'est le lien avec cette chanson magnifique. Mazas, ouais, sur le canard, évidemment. De temps en temps, on va piocher quelques prétextes à blablater dedans. Et là, c'est le titre de Petit Articulet. Un petit et articulé, c'est un joyeux pléonasme. Mais enfin, bon, vous m'excuserez. Une mutinerie à la prison d'Ensichem dans le Haut-Rhin. Et ouais, une mutinerie, non, mais pas une mutinerie de prisonniers. C'est le directeur de la prison qui se mutine. Voilà, c'est assez rare quand même. Mais elle n'émène pas des prisonniers, comme je viens de vous le dire, mais j'aime bien me répéter, je suis un vrai perroquet. Car son dirlo refuse de recourir à la centrale d'achat nationale pour la cantine. Non mais vous vous rendez compte du scandale ? Cette sorte de magasin où les détenus achètent des denrées afin d'améliorer leur ordinaire. Voilà, vous savez, on appelle ça faire sa cantine. Et il faut avoir de la thune pour le faire. Ceux qui n'ont pas de thune, ils ne font pas de cantine. Bon. Froissé par son refus, le refus de se dirlo de cotiser à la cantine, ce magasin national, la hiérarchie vient de le mettre en demeure, le dirlo. En demeure de se soumettre aux pieds, qui disent. Cette centrale, une nouveauté, est censée mettre fin à la fantaisie des prix de cantine et les faire baisser. Problème, le 3 avril, le directeur d'Ensichem a exposé dans une note une réalité toute différente. Voyez-vous, hein, on n'est pas directeur pour rien. On a des munitions quand on se rebelle. Les prix obtenus au niveau local par notre fournisseur sont majoritairement inférieurs à ceux du marché national. Eh ben oui, ma cocotte, c'est comme ça que ça se passe en prison. Nous, sans humour, et ben en plus un directeur qui a de l'humour. Hein. Le directeur ajoute, la France administrative a une longue tradition de centralisation, mais n'est peut-être pas obligée d'aller jusque dans l'achat des navets, des raisins, des clémentines et des citrons. Il réclame donc, en toute logique, mais la logique avec les impératifs de l'institution, c'est autre chose. Il demande donc en toute logique la permission de déroger au marché national. Non, vous vous rendez compte, déroger. Préférer le pouvoir d'achat des prisonniers, dont il a la charge, à la logique de l'administration, c'est doublement subversif. Voilà. Oui, ben j'ai relevé ça parce qu'évidemment, à Radio Libertaire, on est sensible à la condition des prisonniers, particulièrement dans cette émission qui s'appellera Les Murs. Voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions sur le PAF et même le PIF qui soient aussi pointues dans ces questions de réclusion, détention, etc., etc. Vous savez, ici à Radio Libertaire et les anarchistes en général, on est assez. Ça nous donne pas mal de boutons de penser que ça existe encore dans d'autres pays comme dans beaucoup d'autres évidemment. Ces lieux d'incarcération où on enlève les êtres humains, on les enlève en quelque sorte, on leur coupe l'air libre quoi pour les foutre là-dedans, dans ces prisons mouroirs la plupart du temps, quand on connaît le nombre de suicidés, etc. Et alors si en plus on leur fait bouffer des trucs, parce que là je dois dire que si ce directeur s'adresse à des producteurs locaux, déjà les légumes doivent être un tout petit peu plus frais, même s'ils sont pas forcément bio. Voilà, et puis moins cher, donc pour les prisonniers aussi, c'est pas plus mal, parce que je dis cantiner, ça coûte cher, et en prison on n'a pas beaucoup de revenus, hein. Même si les prisonniers peuvent travailler pour gagner 3 pélos, qui engraissent les industriels qui s'en occupent. Voilà, bon, j'ai poussé mon petit cri-cri, hein. Mais ça m'avait quand même, en quelque sorte,
j'ai relevé qu'il y a au moins un directeur de prison en France qui prend le sort de ses prisonniers en compte. Voilà, peut-être nos camarades de Ras les Murs sont peut-être plus informés que nous là-dessus, mais en tout cas, d'après cet article, je me suis dit que ça existe peut-être encore des gens dans l'administration qui s'intéressent à leur travail. Oui, tout à fait. Voilà, moi, mon presse-papier, en fait, va revenir sur le spectacle qui s'appelait Accidence, un spectacle qui est mis en scène par Rodrigo Garcia, un spectacle qui a été donc présenté à Montpellier, puis quelques jours la semaine dernière à Paris, à la Ménagerie de Verre. C'est un article que j'ai trouvé sur Culture Box. Culture Box, un site d'information culturelle, je crois qu'il travaille avec la 5, mais il y a toujours des articles intéressants. Alors à la première parisienne, donc mardi dernier, une spectatrice s'est levée. Elle s'est levée, pour quoi faire ? Pour tenter de décrocher un homard qui était suspendu à un fil sur la scène. Elle s'est bien vite assise sous les invectives du metteur en scène qui fulminait. En Pologne aussi, d'ailleurs, un spectateur était monté sur scène pour tenter de sauver ce crustacé. Voilà, donc c'est une pièce qui suscite l'indignation des défenseurs des animaux, puisqu'elle a même recueilli une pétition qui a fait 30 000 signatures sur Internet. Mais pour le metteur en scène, Rodrigo Garcia, la mise à mort d'un homard n'est nullement anecdotique. Il s'agit, entre guillemets, d'un acte primitif et toujours, entre guillemets, d'un retour à la nature. Tuer un animal pour manger, explique-t-il. L'acte lui rappelle la noirceur d'un passé pas si éloigné en Argentine, qui est son pays d'origine. La répression, donc, et la torture qu'il y avait en Argentine. Mais lors de ce spectacle, quand même, des spectateurs quittent la salle et les autres contemplent en silence ce homard dont on entend battre le cœur grâce à un micro. Donc l'acteur, la mine sinistre, en fait, décroche le homard au bout de très longues minutes et le pose soigneusement sur un plan de travail avant de le trancher proprement en deux et de le mettre sur le grill où il tressaute un bon moment. Voilà. Donc Rodrigo Garcia, lui, est né à Buenos Aires. Son père était boucher, sa mère marchande de légumes. Et il a une compagnie qu'il a baptisée la Carniceria Teatro, c'est-à-dire la boucherie théâtre. Et il utilise donc régulièrement des animaux. Il est un contempteur de cette société de consommation. Il estime que l'homme moderne a oublié la relation des hommes et des animaux dans la culture. Et dans une lettre publiée sur son site, il s'adresse aux signataires de la pétition qui, soi-disant, se laissent manipuler par des inconnus. Vous êtes complètement idiots, leur lance-t-il. Il faut savoir que les pièces de cet Argentin, qui est directeur depuis janvier 2014 du Centre dramatique national de Montpellier, laisse rarement indifférent. Il aime bien faire dans la provocation, ce Rodrigo Garcia. Et fin mars, d'ailleurs, le Théâtre Liberté de Toulon avait reçu des menaces pour son spectacle qui s'appelait « Et balancer mes cendres sur Mickey ». C'était une pièce où l'acteur plonge pendant 10 secondes 4 hamsters dans un aquarium. Dans sa lettre, Rodrigo Garcia remarquait que les hamsters, au sortir de l'eau, sont exactement dans le même état qu'avant, sauf qu'ils sont mouillés, comme quand ils se promènent dans les égouts de la ville et qu'ils doivent nager si l'eau les emporte. Et en ce qui concerne le homard, il affirme « il meurt, entre guillemets, écoutez bien, pour une cause poétique », contrairement aux 100 000 homards consommés chaque jour dans le monde sur des tables de restaurants. Donc Rodrigo Garcia met en scène un théâtre dénonciateur de notre société de consommation et de ses dérives. D'autres l'ont fait, Brecht l'a fait, Molière aussi, c'est bien, mais rien ne justifie quand même cette maltraitance animale comme l'art contemporain sait ainsi le faire. Exemple en 2007, Guillermo Vargas, qui s'appelle Abacook, son pseudonyme, avait exposé dans la galerie Codis au Nicaragua un chien famélique, un chien errant qu'il avait ramassé dans la rue. Et après l'avoir attaché à un mur de la galerie, avec une inscription constituée de centaines de croquettes pour chiens, il a interdit à quiconque de le nourrir ou de le faire boire. Et l'animal serait mort assez rapidement. Bon, pour revenir à Rodrigo Garcia, en 2011, il avait un spectacle qui s'appelait Golgotha Picnic, qui avait soulevé la colère d'associations catholiques en France, avant d'être purement et simplement annulé en Pologne. Mais là, on n'était pas du tout dans la même critique, il ne faut pas tout mélanger. Là, il choquait les bons esprits catholiques, donc ça, pourquoi pas. Et comme nous aimons le répéter ici, n'hésitons pas quand même à critiquer l'art ou le théâtre contemporain et ne laissons pas du coup cette critique à la droite, voire à l'extrême droite quand on estime que les choses vont beaucoup trop loin. Oui, c'est un peu en ce moment notre dada de dénoncer ce que l'extrême droite est seule à dénoncer. Je trouve ça un peu
un peu limite quand même pour être gentil, voilà, que nous les gens dits progressistes, on laisse faire des choses au nom justement de ce progressisme, mais dans le progressisme, tout n'est pas bon, je suis désolé. Il y a des choses comme martyriser des animaux, les faire mourir pour un spectacle. Je trouve que là, il n'y a rien qui le justifie vraiment, sans être comme des gens que je connais qui sont complètement, jusqu'au boutiste, complètement allergiques à toutes ces choses-là. Là, au moins, je les rejoins dans cette indignation face à des pratiques telles, et surtout comme pratiquement tous les artistes contemporains, la réponse. Quand on les critique pour les choses comme ça, soit on est des fachos, soit on est des cons, mais ils n'acceptent aucune critique, ils n'acceptent que les louanges. Alors les artistes qui n'acceptent pas de critique, mais que les louanges, je crois que ça les situe à une place qu'on leur envie pas. Hein. Bon, voilà. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, pour une émission consacrée à Van Gogh et le borinage. Oui, c'est là qu'il a découvert en quelque sorte sa vocation de peintre. Piquécou va tout de suite vous lire un extrait d'une lettre de Vincent à son frère Théo. Vous savez qu'ils ont correspondu, je crois, en 18 ans, je crois, tous les jours pratiquement. Vincent envoyait une lettre à son frangin, voilà. D'après Piquécou, qui s'est évidemment attaqué à ce monument de la littérature de Van Gogh, de Vincent. Elle a ce courage assez... que je n'ai pas, Elle va vous lire donc un extrait pour vous donner un petit peu l'idée du borinage. Ouais, j'ai surtout lu les lettres pour l'instant qui concernent sa période dans le borinage. En fait, ils ont correspondu toute leur vie, parce qu'on a même retrouvé quand Van Gogh s'est suicidé, on a retrouvé dans sa poche une lettre inachevée qu'il allait envoyer à son frère. Donc c'est vraiment une correspondance très longue, et c'est quasiment un journal en fait, à part quelques périodes où la correspondance est un peu plus se tient moins, mais c'est quand même régulièrement des lettres qui nous tiennent au courant de tout ce qui se passait dans la tête de Van Gogh, quoi. Alors voilà ce qu'il écrit, ce qu'il écrit au moment de son arrivée dans le borinage. Donc il faut savoir qu'il y a passé 2 ans, entre novembre 78 et octobre 1880. Il existe déjà plusieurs petites communautés protestantes dans le borinage. Il y a certainement aussi des écoles. J'espère qu'on m'y enverra pour travailler comme évangéliste de la façon dont nous avons parlé, c'est-à-dire en prêchant l'évangile aux pauvres, à tous ceux qui en ont besoin, et en consacrant le reste de mon temps à l'enseignement. Je viens de me rendre chez une vieille grand-mère dans une famille de charbonniers. Elle est gravement malade, mais elle a la foi et elle est résignée. J'ai lu avec elle un chapitre de la Bible, puis nous avons prié ensemble. La population est vraiment originale par sa simplicité et sa bonté, comme la population brabançonne de Zundert et d'Eton. La campagne est très agréable ici au printemps. Il y a ici ou là des endroits où l'on pourrait se croire dans les dunes à cause des collines. Il y a peu de temps, j'ai fait une excursion intéressante. J'ai passé 6 heures au fond d'une mine, dans une des plus anciennes et des plus dangereuses des environs, qu'on nomme Marcasse. Elle jouit d'une très mauvaise renommée parce que de nombreux mineurs y ont trouvé la mort, soit à la descente, soit à la remonte, soit par suite de l'air méphitique, des coups de grisou, de l'eau souterraine ou de l'effondrement d'anciennes galeries, etc. C'est un lieu lugubre. À première vue, tout dans ces parages semble sinistre et funèbre. La plupart des ouvriers sont maigres et pâles de fièvre. Ils ont l'air fatigués, épuisés. Ils sont tannés et vieillis avant l'âge. En règle générale, leurs femmes sont, elles aussi, blêmes et fanées. Autour du charbonnage, de misérables cahutes de mineurs et quelques arbres morts, noircis par la fumée, des haies de ronces, des tas de saleté et de cendres, des montagnes de charbon inutilisables, etc. Marie s'en ferait une toile admirable. J'essaierai tantôt d'en faire un croquis, afin que tu puisses en avoir une idée. Ouais. Croquis, il en a fait d'ailleurs. Piquéco vous en parlera, qu'on a vu dans cette exposition à Mons, sur justement sur sa période du borinage. Voilà, oui. Alors il y a des choses un peu plus bucoliques, mais enfin ça, je crois que c'est ça qui donne vraiment le ton à son séjour dans ce pays
dans ce pays, on peut dire, de mort, qu'était le borinage. Alors, on peut préciser que le borinage, c'est une région de la Wallonie, en fait, qui est justement cette région de mines. Oui, voilà, c'est ça, oui. Qui comprend un certain nombre de provinces, enfin, c'est vraiment une région très particulière. C'est le Hainaut. Voilà, le Hainaut. Je crois, hein, c'est ça, hein, oui. Voilà. Bon, écoutez. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, comme on en parlait tout à l'heure au café, Robert, c'est que là, dans le passage que j'ai lu, il y a déjà une différence avec la première lettre que j'avais commencé à regarder, où là, il y avait une vision un peu angélique de. Van Gogh était un peu naïf, un peu angélique par rapport à tout ce qu'il voyait. Ouais, tout à fait. Des fleurs qui sont de la sueur, c'est le jour et la nuit. Des cœurs qui battent le malheur, c'est le four et la suie. Arroser, arracher, ramasser, enfin manger. Trouver la rage de planter, piner, pêcher, arroser, arracher, ramasser, enfin manger. Femmes de mineur, femmes de labeur, sans rancœur donnent leur cœur. Femmes de mineur, femmes de seigneur, sans rancœur donnent leur cœur. Des fleurs qui sont de la sueur, c'est le jour et la nuit. Des cœurs qui battent le malheur, c'est le four et la suie. Pour remuer ciel et terre, trouver le courage de pomper, puiser, porter, nettoyer, astiquer, récurer, enfin souffler. Trouver le courage de pomper, puiser, porter, nettoyer, astiquer, récurer, enfin souffler. Femmes de mineur, femmes de labeur, sans rancœur donnent leur cœur. Femmes de mineur, femmes de seigneur, sans rancœur donnent leur cœur. Des fleurs qui sont de la sueur, c'est le jour et la nuit. Des cœurs qui battent le malheur, c'est le four et la suie. Pour remuer ciel et terre, trouver l'amour de se mélanger, jouer, éduquer, écouter, cajoler, enfin rêver. Trouver l'amour de se mélanger, jouer, éduquer, écouter, cajoler, enfin rêver. Femmes de mineur, femmes de labeur, sans rancœur donnent leur cœur. Femmes de mineur, femmes de seigneur, sans rancœur donnent leur cœur. Et le samedi, pas de répit, on cogne à la porte, faut qu'on sorte pour laver devant chez soi. Telle est la loi, faire couler chez son voisin le temps passé, des gros chagrins, des petits câlins. Femmes de mineur, femmes de labeur, sans rancœur donnent leur cœur. Femmes de mineur, femmes de seigneur, sans rancœur donnent leur
c'était Femme de mineur, interprétée par le groupe Les Belles Lurettes. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, attention, hein. À Racaille, pour un moment consacré à Van Gogh et au borinage, mais aussi à Constantin Meunier, qui est presque l'antithèse de Van Gogh. Van Gogh qui était un autodidacte pratiquement, quoi, alors que Constantin Meunier, lui, était un élève de l'école des Beaux-Arts de comment déjà, les Beaux-Arts de Belgique, enfin bon, l'école royale, peu importe, il a fait les études d'académicien, quoi, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Contrairement à Van Gogh, lui, dont on va vous parler, Piquet-Cou, qui était dans le borinage et qui a vécu avec les mineurs, le borinage, Constantin Meunier, non. Lui, c'était on peut dire un bourgeois, quoi, qui s'est consacré d'abord, après des études religieuses, à la peinture religieuse. Je veux dire que c'est pas, bon, c'est une bonne peinture, hein, c'est pas le souci, mais il y a rien de vraiment original dans sa peinture religieuse. Et pour nous, c'est un peu gavant, quoi. Si on veut voir la peinture religieuse, on a tout le Quattrocento pour se la payer. Voilà, là, bon. Et puis, un jour, il a eu une illumination, si on peut dire. Peut-être, voilà, il a peut-être eu une vision due à sa foi. Et il s'est intéressé au borinage, voilà. Bon, c'était aussi dans l'air, hein. Il y avait des grands mouvements sociaux en Belgique, voilà, les syndicats, les socialistes qui voulaient donner le droit de vote, etc., pour pouvoir faire des grandes réformes sociales. Il faut dire que le borinage, ils en avaient bien besoin. Bref, il est allé, hein, il a vu ce qui s'y passait, etc., mais il l'a pas traduit comme Van Gogh a pu le traduire en dessin, surtout, puisqu'il a pas fait vraiment de peinture là-bas, ou très peu, ou quelques paysages, je crois. Lui, par contre, il a travaillé sur les gens de la mine, etc. D'abord, il était intéressé avant tout, il faut le dire aussi, comme tous les grands bourgeois de cette époque-là, par la révolution industrielle qui amenait la prospérité, évidemment, pas pour les ouvriers, mais pour le grand capital, voyez-vous, parce que à ce moment-là, la fin du 19e siècle, la Belgique était la deuxième puissance économique mondiale. Attention, ce petit bout de terre là, de rien du tout, était la deuxième puissance économique mondiale. Donc, le père Meunier, lui, il était vachement enthousiaste, comme ses contemporains de la bourgeoisie belge, et il ne voyait que le progrès de l'industrialisation et tout ça. Voilà, c'était le truc qui amenait, si vous voulez, plutôt que l'industrialisation avec la métallurgie, les charbonnages et les filatures, amenait la prospérité à son pays, et c'est tout ce qui l'intéressait. Enfin, c'est par ça qu'il était surtout motivé. Donc, il a d'abord peint les paysages du borinage, avec ses usines, avec, voyez, mines, il a fait des peintures avec les fondeurs, dans les fonderies, dans la métallurgie, évidemment, voilà. Mais sont un peu absents, si vous voulez, de tout ça, l'intérêt propre qu'il pouvait porter d'abord aux gens qui vivaient là. Il n'a pas été comme Van Gogh, 2 ans pasteur dans le borinage, en vivant les conditions des mineurs, parce que Van Gogh, c'est ce qu'il a fait. Il a vécu exactement comme eux pendant 2 années, comme vient vous de la rappeler Piquet-Cou dans ce courrier de Van Gogh à son frère, voilà. Et puis, il est passé aussi après au personnage. Il s'est quand même intéressé aux gens qui vivaient là, mais d'une manière un peu idéale. Vous voyez, c'était pas. Alors, il était un admirateur de Millet, mais en même temps, il n'a pas très bien compris qui était Millet, puisque je vous l'ai déjà dit dans cette émission, on vous l'a déjà dit. Millet, par exemple, dans les glaneuses, on voit les mains des glaneuses, c'est des mains rouges, avec des gros doigts, etc. Des mains de travailleuses, quoi, pas des mains d'intellectuels, voyez-vous. Eh bien, Constantin Meunier, lui, il faisait des ouvriers, mais qui étaient
qui avaient des physiques d'athlètes gréco-romains, avec des profils aussi assez ariens. Voilà, il n'y avait pas de rides, il n'y avait pas de... Voilà, non, ils n'étaient pas habillés chez Saint-Laurent, mais presque, quoi. Bon. C'était bien peint, ça ressemblait un peu à une artiste peintre dont on a beaucoup parlé ici à propos des naturalistes. Ouais, c'était Virginie de Montbreton. C'est vrai qu'il y a un tableau où on les voit, je crois qu'ils partent tous à la mine. Ouais. Et tels qu'ils sont faits de profil, j'ai eu l'impression de revoir un tableau qu'on avait vu à Étaples sur les travailleurs de la mer. Voilà, absolument. Alors, appliqué au borinage, c'est un peu... Bon, je veux pas dire que les travailleurs de la mer étaient plus gâtés. Hein. Non, ils avaient une vie au moins aussi rude que les mineurs du borinage, mais ça se voyait sur les peintures même de la mer de Breton. Là, il y avait quand même des choses qui étaient assez dures. Là, non, pas une ride, tout lisse, impeccable, etc. Alors ça fait un peu allégorie réaliste socialiste, vous voyez, un peu stalinien, quoi, ou un peu hitlérien, si on veut dire, parce que c'était à peu près les mêmes, hein, des beaux athlètes, des beaux hommes, des belles femmes, bien costauds, bien solides. Bon, c'est pas tout à fait la vision que Van Gogh nous en a donné, quoi. Surtout si on regarde le film avec Kirk Douglas, le film de ce metteur en scène. Vincente Minnelli. Voilà, de Vincente Minnelli. On est un peu plus, ou alors même, si on regarde Germinal avec notre camarade Renaud, voilà, on voit les gens, surtout dans Germinal, on voit ce vieux mineur qui crache de la suie encore. C'est tout noir quand il crache, etc. Bref. Alors là, et ce qui m'a asséné le coup de grâce, en quelque sorte, la peinture, ça pouvait encore à peu près passer, parce qu'il y a des dessins des Fusains qui sont magnifiques, ils dessinaient évidemment très très bien, très académiques, mais très bien quand même. Alors les Fusains, évidemment, comme c'est noir, etc., ils pouvaient pas faire de la couleur avec du fusain, c'est plus proche de l'idée qu'on se fait du borinage. Sauf qu'il a fait des sculptures monumentales, alors impeccables, hein, je veux dire, il y a pas un truc qui dépasse, hein, c'est lisse, voilà. Et là aussi, j'ai été assez choqué de voir que il avait oublié que ces modèles auraient dû être des vrais mineurs de fond, c'est-à-dire avec des visages complètement ravagés, comme le décrit Van Gogh dans le petit texte que vous a lu Piquet-Cou, avec des mains de mineurs, c'est-à-dire des mains abîmées par le travail de la mine, voilà. Là, pas du tout, c'est des beaux jeunes gens, voilà, tout, avec pas des corps hyper musclés comme le sculpteur d'Hitler, ou comme je m'en souviens jamais de son nom, Arnaud, je sais pas quoi, et ou les sculptures staliniennes, mais ça a un peu cette espèce de, comment dirais-je, de lycée, voilà, c'est ça. Hormis qu'ils n'ont pas des pectoraux énormes, des cuisses gigantesques et des gros biscottos, mais enfin bon, on voit que c'est vraiment de la sculpture quasiment allégorique, quoi. Il y a rien qui laisse penser que ça peut être des ouvriers, sauf la tenue de travail, évidemment, ou les outils qu'ils utilisent, quoi. Il y a même aussi il y a un moissonneur, c'est pareil. Les paysans, à cette époque-là, ils vivaient pas très vieux non plus, hein. La moyenne d'âge de la mort, c'était une quarantaine d'années, 45 ans, quoi, voilà. Bon, tout ça m'a quand même un peu choqué chez cet artiste qui évidemment est très célèbre, surtout en Belgique, mais aussi internationalement. Il y a des collections dans toutes les grandes collections, au MoMA, etc., dans 3 ou 4 grands musées américains, en France, en Angleterre, en Allemagne. Voilà, il a quand même recueilli une gloire, pas posthume, hein, de son vivant. D'ailleurs, quand on voit sa maison qu'on a visitée avec Piquet-Cou à Ixelles, à Bruxelles, dans la banlieue de parce que Piquet-Cou m'a dit que Bruxelles, c'était plusieurs villes ensemble. Enfin, bon, ouais, là, c'est composé de 17 communes. Effectivement, ouais. Ixelles fait partie des communes du sud. Du sud de Bruxelles. Et vous verriez sa maison, c'est quand même quelque chose qu'il a acheté, évidemment, avec le succès qui est arrivé. Il a pu s'acheter. Il a fait construire par un ami architecte. Un ami architecte, oui. Voilà. Mais ces artistes du 19e siècle, hein, quand on voit à Paris quelques ateliers qui restent, des vestiges d'ateliers qui restent de cette époque-là, on voit aussi qu'ils n'étaient pas dépourvus, les mecs. Hein. Bon,
Écoutez, j'ai été un peu, pas franche, oui un peu. Enfin, disons qu'historiquement, c'est très intéressant de voir ce grand bourgeois se consacrer, si vous voulez, consacrer une grande partie de son œuvre au borinage, c'est-à-dire à ce qui aurait dû être montré, c'est-à-dire vraiment la vie des ouvriers, ou surtout des portraits d'ouvriers qui soient un peu plus réalistes, parce qu'on le qualifie de réaliste. Moi, je pense pas que ce soit vraiment réaliste. Voilà, il y a eu des réalismes qui étaient un petit peu plus réalistes, si on peut dire, même si Courbet est l'exemple. Je veux dire que Courbet, quand même, quand vous voyez l'enterrement ornant, par exemple, on peut pas dire que les tronches des croquants soient idéalisées. Hein. C'est vraiment du réalisme, là, pour le coup. Mais là, chez Constantin Meunier, c'est un peu, quand même, un petit peu arrangé, un petit peu même beaucoup. Voilà. Alors, je sais que Picquécourt est pas tout à fait d'accord avec moi, si, sur ce point. Si, je suis d'accord. Sur ces sculptures, on a vraiment eu ce sentiment, effectivement. Surtout, il a fait un grand monument au travail. Et effectivement, on a pensé tout de suite aux républiques socialistes. Ouais, tout à fait. Mais, alors que lui, il n'a pas du tout fait dans cet esprit-là. Enfin, c'est vrai que ça ressemble, mais d'après ce qu'on a pu lire, il a fait le travail. Oui, effectivement, avec sa formation, il ne pouvait peut-être pas faire autrement. Oui, c'est quelque chose, c'est presque du pur esthétisme, quoi. On sent pas, si vous voulez. Nous, ce qu'on recherche dans l'art, enfin, c'est un grand mot, mais c'est l'émotion. Vous voyez, qu'un artiste arrive à traduire une émotion. Là, l'émotion, elle aurait dû être donnée par justement la représentation de ces ouvriers du borinage, s'ils avaient été, si vous voulez, plus réalistes, justement. Mais là, c'est pas le cas, c'est trop idéalisé, en tout cas pour moi, et j'éprouve vraiment pas beaucoup d'émotion. Comme j'ai pu éprouver de l'émotion à l'expo Van Gogh à Mons, où j'ai été aussi là un peu déçu quand même, mais il y avait au moins l'émotion, quoi. Voilà, j'étais déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus, à beaucoup mieux, à beaucoup plus grand, etc. Mais bon, ça c'est des questions matérielles presque. Sauf qu'avec Van Gogh, il y a réellement de l'émotion, alors que chez Constantin Meunier, j'en ai pas ressenti vraiment, sauf une sculpture, le Grisou. Oui, c'est le Grisou. On voit un enfant mort, un adolescent, allongé, et sa maman qui est penchée sur lui, c'est presque une piéta, quoi. C'est assez magnifique, c'est complètement dépouillé. Et voilà, on a surtout une impression de douleur, évidemment, d'une mère devant la mort de son enfant, et dans quelles conditions, évidemment, dans un coup de Grisou, on meurt empoisonné par ce gaz, quoi. Voilà. C'est pas très drôle, parce qu'il y avait effectivement des enfants au fond de la mine, comme on vous l'a déjà dit. Voilà. Et ces enfants-là, eh bien, évidemment, ils payaient le tribut à la mort comme les adultes. Ouais. Voilà. Si, là, je repense à une toile là, qu'on a vue, justement, qui s'appelait La guerre des paysans. Et je sais pas si tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens très bien. Cette toile-là, je trouve qu'elle n'est pas idéalisée, justement. Oui, peut-être, oui, c'est possible. Il y a quelque chose qui sort quand même, qui sort des tribus. Moi, ce que je conseillerais, puisque cette maison atelier est un lieu pour nos auditeurs vont aller se promener en Belgique, parce que ça, voilà, c'est gratuit, ça vaut quand même le coup. C'est toujours intéressant de voir les maisons des artistes. On est tranquille, il n'y a personne. Là, il y a quelques peintures. En plus, il y avait une exposition précédente, peut-être au musée royal de Belgique, justement à Bruxelles. Donc, il y a peut-être des toiles qui n'étaient pas exposées. Ça doit tourner probablement. Il y avait ces petites palettes aussi, quand même. Qui aime bien voir les. Oui, il y avait ces palettes. Il y avait son petit matos de sculpteur. Voilà. Ah, alors, je disais à Picquécourt ce matin à l'artiste, quand on buvait notre café, je disais, il aurait fallu Perméqueux, là, dans le borinage. Manque de peau, Perméqueux, lui, il s'est juste intéressé, si vous voulez. En plus, il était flamand, alors il n'y avait pas de mineurs en Flandre. Je crois pas. C'était exclusivement dans le borinage. Et il s'est intéressé aux pêcheurs, il s'est intéressé à ces gens-là, mais avec sa vision transposée dans le borinage, ça aurait pu faire une fresque magnifique, grandiose. Lui, il n'aurait pas fait des mineurs avec des mains de dactylo, mais voilà. Mais là, c'est pareil, je regarde la toile qui s'appelle Au Pays Noir. En fait, c'est dans ces paysages, il y a quelque chose quand même d'authentique. Je pense que c'est sa sculpture qui est un peu écrasante et du coup qui balaye tout ce qu'on pourrait trouver d'intéressant sur ces peintures. Il n'y a pas tant que ça dans cette maison atelier quand on y est allé. Et donc la sculpture, effectivement, en plus, c'est des sculptures qui font 3 mètres de haut. C'est un peu écrasant, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que dans la sculpture, il n'y a pas la continuation
ou la continuité ou de familiarité avec sa peinture, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est des artistes quand même qui sont très contrariants, si on peut dire ça comme ça, en ayant, si vous voulez, une écriture tellement différente entre les quatre coins d'un format, comme dirait notre camarade Eugène Leroy, et la boule. La boule étant la sculpture. C'est Eugène Leroy qui disait ça, qu'on a été voir aussi, quand on allait voir l'œuvre à Tourcoing en revenant. On vous en parlera, voilà. Mais lui, Leroy, il disait la différence entre les sculpteurs et les peintres. Les sculpteurs, il imageait ça par une boule, une sphère, et les peintres par les quatre coins d'un format. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est très bien vu, enfin très bien exprimé en tout cas. Et voilà. Et chez Meunier, bon, il y a la boule. Et puis il y a les quatre coins d'un format et qui sont en contradiction totale dans le rendu, quoi. Voilà. Ouais, je pense qu'il faudrait voir d'autres de ces toiles. En fait, probablement, on a compris, oui. En rentrant, en fouillant un peu plus loin, qu'on aurait pu en voir ailleurs. Bon, il faudra qu'on y retourne parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose à trouver là-dedans, quoi. Oui, il y avait quelques petits trucs, remarque, au fond de la mine, qui était assez sombre, où on retrouvait justement les couleurs de Perméqueux, etc. Mais c'était pas, ça aurait mérité des trucs de 3 mètres sur 4, quoi. Voilà, c'est ça, je veux dire, aussi. Ouais. Et donc il y a Van Gogh justement qui a côtoyé, qui connaissait Meunier. Ouais. Donc Van Gogh disait ce qui ne m'est pas indifférent, c'est qu'un homme qui m'est supérieur, Meunier, ait peint toutes choses que j'ai rêvé de faire. Oui, non, alors là, Van Gogh, c'était sa modestie, c'est la modestie de l'autodidacte face au professionnel académicien, quoi. Non, moi, je suis désolé. Je dirais absolument le contraire. Ouais, sauf qu'à cette époque-là, on verra, Van Gogh était encore assez balbutiant. Oui, c'est ça, bien sûr, oui, tout à fait. L'accordéon s'est tu dans le pays des mines, sans l'alcool de l'oubli, le café n'est pas bon, la colère a le goût sauvage du charbon. Te souviens-tu des yeux immenses des gamines? Te souviens-tu des yeux immenses des gamines? Adieu, disent-ils, les mineurs dépossédés. Adieu, disent-ils, et dans le cœur du silence, un mouchoir de feu leur répond adieu, s'élance, où des joueurs de fer ont renversé leur dés, où des joueurs de fer ont renversé leur dés. Était-ce ici qu'ils ont vécu dans ce désert, ni le lit de l'amour dans le logis mesquin, ni l'ombre que berçait l'air du petit quinquin. Rien n'est à eux, ni le travail, ni la misère. Rien n'est à eux, ni le travail, ni la misère. Ils s'en iront, puisqu'on les chasse, ils s'en iront. C'est fini les enfants qu'on lave à la fontaine, tandis que chante sous un ciel tissé d'antennes la radio des bricoleurs dans les corons, la radio des bricoleurs dans les corons. Ils n'iront plus le soir danser à la Ducasse, l'anthracite s'éteint aux portes de leur peau. Ils n'allumeront plus la lampe à leur chapeau. Ils s'en iront, puisqu'on les chasse. Ils s'en iront, puisqu'on les chasse. Est-ce un liétard ou noyait le Godot? Courrière les morts, Montigny en goële, nom de grisou, puis de fureur, terre cruelle, qui porte
des veuves sur leur dos, qui portent ça et là, des veuves sur leur dos. Sais-tu, dans le pays des mines, sans l'alcool de l'oubli, le café n'est pas bon. La colère a le goût sauvage du charbon. Te souviens-tu des yeux immenses des gamines? Te souviens-tu des yeux immenses des gamines? C'était Marc Rougeret qui interprétait Enfer les mines. Oui, voilà, on insiste un peu. Hein. Un poème d'Aragon. Ouais, tout à fait. Oui, bah oui. Voilà, je dis ben oui parce que Aragon ne nous déçoit jamais quand il écrit des textes de chansons ou quand on prend de ses écrits pour faire des chansons. Bien, piqué coup sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans bête, sans pub, à mission Araka, consacré au borinage, à Van Gogh et à d'autres artistes qui s'y sont frottés. C'est notre camarade de Piquet-Coup qui va tout de suite s'y coller pour vous en remettre une couche sur Van Gogh et un de ses, oui, on peut dire un de ses confrères, Eugène Bosch. Ouais. Alors déjà, on va préciser que donc oui, effectivement, nous sommes allés à Mons. Mons, qui est cette année la capitale européenne de la culture. Donc il y a plein d'animations dans cette ville. Donc Mons est situé en Wallonie, donc dans le sud de la Belgique, pas très loin de la frontière, et que nous sommes allés donc au musée des Beaux-Arts visiter cette exposition Van Gogh au borinage. Oui, mais c'est surtout dans le borinage, Mons. Oui, c'est au cœur du borinage. C'est la capitale du borinage. Voilà. Donc cette exposition, Van Gogh au borinage, la naissance d'un artiste, effectivement, c'est une facette qui est souvent méconnue de son œuvre. Et il faut préciser, comme tu as déjà fait, que c'est lors de son séjour dans le borinage donc que Van Gogh change son mode de vie quand il va être touché par ce quotidien des mineurs. Donc il y séjourne 2 années, comme je disais tout à l'heure, entre 1878 et 1880. Et après plusieurs formations inachevées et plusieurs carrières avortées, il avait commencé comme marchand d'art, instituteur, libraire et prédicateur laïque. En fait, Van Gogh va décider de devenir artiste. Donc le borinage n'est pas seulement le lieu où est né cet artiste, mais c'est surtout celui où il a élaboré sa pensée artistique. Et donc il va reprendre d'ailleurs plus tard certaines copies des dessins qu'il a fait à cette époque, comme plusieurs copies de Millet qui, 10 ans plus tard, en fait, il les reprendra quand il sera dans le sud de la France et il va les transformer dans le style Van Gogh avec lequel on est beaucoup plus familier. Oui. Donc dans la première salle de cette exposition, en fait, cette salle est plutôt consacrée aux lettres que Vincent échangeait avec Théo pendant toute cette période. Donc il y a des copies de lettres, on peut les écouter dans des écouteurs. Enfin nous on l'a pas fait, on est passé directement après à la suite. Donc Van Gogh, effectivement, dans ses lettres, comme j'ai pu commencer à le lire tout à l'heure, il s'exprime aussi sur l'art, sur la société, sur ses comportements, ses ressentis, lui, dans ce borinage. Comment il peut évoluer dans ce travail. Il sent qu'il est dans une impasse, qu'il faut que quelque chose se passe. Mais il y a malgré tout peu de lettres de cette époque, car en fait Van Gogh n'est pas toujours en très bons termes avec sa famille. Il a plutôt envie de renouer avec elle. Donc durant cette période, il va vivre dans 2 communes, Wasmes et Cuesmes. Et d'ailleurs, on peut visiter la maison qui est à Cuesmes. Nous n'y sommes pas allés, mais c'est possible. Et il y a une autre maison aussi à Wolfontaine qui est en cours de rénovation, qui sera un lieu de visite également, quoi. Donc là, il évangélise les mineurs et les paysans. Et il veut vivre donc comme un pauvre parmi les pauvres. Donc il distribue son argent et ses vêtements. Et puis sur le conseil de son frère, en fait, il décide de devenir illustrateur ou artiste.
Et justement, quand on évoquait le film de Mittenly tout à l'heure, la vie passionnée de Vincent Van Gogh, je trouve que là, il y a la reconstitution de son lieu, de sa chambre et de son lieu de vie est vraiment bien représentée. Donc il y a une salle de cette exposition qui est consacrée aussi à ses premiers dessins. Comme il veut devenir donc artiste, il va apprendre le dessin tout seul. Il fait copie. Donc il va copier des gravures, il copie des livres, il copie les travaux de Millet qu'il admire profondément et qu'il considère vraiment comme un exemple d'honnêteté et de courage. Et il fait aussi des exercices à partir de livres sur le dessin. Il fait aussi des croquis de mineurs et de paysans, comme on a pu voir nous les porteuses de fagots ou des mineurs dans la neige. Et donc dans cette même salle, donc c'est là qu'on a découvert justement les peintures. Il y a 2 peintures de Constantin Meunier qui sont Wagonnet dans la mine et Charbonnage sous la neige, je crois, et Les Toits rouges également, et des peintures donc d'Eugène Bosch qu'on connaissait pas du tout, qu'on a découvert là. Et Eugène Bosch, c'était une peinture qui s'appelle Les Toits rouges aussi, quoi. Donc il y a aussi quelques gravures qui sont exposées, qui sont des gravures de la collection de Van Gogh. En fait, il achetait des journaux, il récupérait les gravures qui collaient sur des papiers. Donc c'est des gravures qui sont très réalistes en noir et blanc. Et donc il retravaillait, lui, il essayait de recopier toutes ces gravures. Et il en possédait pratiquement 1 millier. Donc il travaille aussi sur les types d'individus. Donc il va faire une série sur les tisserands qu'il trouve d'une beauté indescriptible. Puis il est fasciné, je crois, par ces grands métiers à tisser. Il fait une série sur les semeurs, sur les faucheurs. Il y a une autre salle dans cette exposition qui est consacrée donc aux maisons des paysans. Alors maisons qu'il qualifiait justement dans une lettre de cabane ou de nid d'homme, parce que c'est des maisons qui sont petites, qui ont des toits, comme il dit, recouverts de mousse, avec une lumière qui filtre à travers les fenêtres à la nuit tombée. Après, il y a une dernière salle, la dernière salle de l'exposition, elle est consacrée aux tableaux en couleur, donc qu'il a réalisé là entre 1885 et 1890, donc à partir des copies des peintures de Millet, justement, comme ce moissonneur ou ce moissonneur à la fossile, ou encore le semeur, les bêcheurs. Et ça me rappelle, il y avait une exposition au musée d'Orsay en 1998, justement, qui mettait en parallèle les travaux de Van Gogh et les tableaux de Millet. Et juste avant la fin de l'exposition, bon là il y a quelques œuvres exposées qui sont des copies qu'il a fait à partir d'ouvrages sur les cours de dessin de Charles Bargue. Bon, ça c'est des profils, des nus, des choses comme ça, quoi. Mais ce qui est intéressant justement dans toute cette exposition, c'est de voir toute l'évolution de son travail. Et toi, Robert, t'étais déçu parce que t'as pas vu les mangeurs de pommes de terre. Je suis obsédé par les mangeurs de pommes de terre. Il m'a répété pendant toute l'exposition, il n'y a pas les mangeurs de pommes de terre. Il est arrivé comme un fou. Il a fait toutes les salles en cherchant les mangeurs de pommes de terre. Pas de peau, les mangeurs de pommes de terre n'étaient pas là. Du coup, il était moins réceptif au reste. C'est vraiment dommage parce que je trouve que moi, ce que j'ai compris dans cette exposition, c'est justement de voir ses premiers dessins qui pourraient être des fois un peu malhabiles. Enfin, on sent qu'il cherche. Et petit à petit, quand on voit sur une dizaine d'années, on sent justement comment son trait évolue et comment il arrive après à faire ce qu'il a fait dans le sud avec la couleur et ses traits qui s'arrondissent. Enfin, je trouve que ça, moi j'ai compris justement, et ce que j'ai compris aussi, je crois que c'est que si Van Gogh n'avait pas été dans le borinage, il serait pas ce qu'il est devenu, quoi. Non, mais ça, je crois que tu as absolument raison. Moi, je suis passé complètement à côté. J'ai des obsessions des fois comme ça. Bon, non, Piquet-Cou, elle a évidemment, elle a tout de suite vu le lien qu'il y avait entre le borinage et l'évolution de son travail qui le conduisait à ce qu'il est devenu quand il est allé dans le sud. Voilà. On le sent dans les traits de ses dessins. Il n'y a pas la touche de peinture, mais il y a le trait qui ressemble à la touche de peinture de Van Gogh. On sent, ça évolue petit à petit, on voit dans certains paysages. D'ailleurs, il y a un tableau qui le montre bien dans la partie où on voit les maisons, c'est qu'ils ont mis le tableau d'une rue qu'il a fait au Vers-sur-Oise. Alors, c'est vrai que celui-là, il se détache complètement, quoi. Il est absolument magnifique. Un tableau inachevé. Et on voit justement ces coups de pinceau. Le paysage est pratiquement fait, sauf le ciel. Et on voit dans le ciel, qui est en cours de réalisation, les coups de pinceau, c'est d'une nervosité, mais d'une précision aussi. Ouais. C'est pas du barbouillage, on peut pas dire. Hein. Non, là, c'est vraiment une espèce de personnalité très forte qui s'exprime, qui est au bout de son pinceau, quoi, vraiment. Alors il y a beaucoup de dessins, c'est vrai que moi j'aime beaucoup regarder les dessins, je sais pas pourquoi ça me fascine. Non mais t'as raison, mais tous les peintres qu'on aime et qu'on reconnaît comme des peintres intéressants ou même des sculpteurs, peu importe, c'est d'abord le dessin. Ils disent tous que c'est le dessin qui les conduit, tu vois. Même le roi qui peint, on pourrait dire il fait de l'abstrait, non, il fait d'abord un dessin figuratif.
avant de leur couvrir de multiples couches de peinture, mais il part d'un dessin quand même. Et il a dessiné aussi toute sa vie. Et les artistes qui dessinent pas, je trouve qu'ils sont un peu handicapés, quoi, parce que je dis pas, bon, même si on est un peintre avant d'être un dessinateur, sans dessin, il n'y a pas de peinture, à mon avis. Ouais, et c'est vrai qu'en plus des toiles de cette époque, il y en a très peu, parce que Van Gogh en a détruit énormément. Oui, absolument. Oui, mais ça, moi, je trouve que c'est un peu normal qu'un artiste de son tempérament, tous, même le roi, j'en parle beaucoup là, parce qu'on y est allé après, même le roi, il détruisait énormément. Tous les grands peintres détruisent énormément. Bien sûr, parce que on fait pas, enfin chez Dion, les grands peintres, faut pas forcément des chefs-d'œuvre à chaque fois qu'ils font quelque chose. Ouais, alors donc moi j'ai quand même trouvé que cette exposition justement, elle était importante et qu'il y a un gros travail justement dessus, parce qu'elle n'était pas évidente. Je pense au départ à mettre en forme. Et il y a justement, c'est un dessin qui représente ce faucheur à la faucille, à cet homme qui est courbé, et apparemment, c'est un dessin qui appartient qui est au Japon. Donc, le commissaire de l'exposition était en voyage au Japon. Il a vu ça et il s'est dit, voilà, celui-là, il me le faut absolument pour l'exposition. Donc, il y a quand même des perles rares. Et peut-être on est aussi passé à côté de certaines choses. C'est vrai qu'il faut du temps. Il faudrait pouvoir y retourner dans ces expositions, les voir, réfléchir et puis recommencer avec tout ce qu'on a accumulé entre-temps, quoi. Il aurait fallu rester quelques jours. Enfin, si on part comme ça, on va plus revenir. Hein. Il y a des endroits où on resterait bien, comme à Ostende. On doit déjà être en Corse, en plus, on devait partir. Comme à Tourcoing, dont on va vous parler aussi. Vous voyez, il y a des lieux quand même qui sont... Voilà. Et donc là, je vais juste dire un petit mot donc, sur Eugène Bosch, qui avait un tableau qui s'appelle Les Toits Rouges. Les Toits Rouges, c'est les toits donc, de toutes ces petites maisons aussi de mineurs. Bien sûr. Donc Eugène Bosch, en fait, c'est un peintre qui est né à la Louvière. Et Bosch, pourquoi ? Parce qu'il est descendant, en fait, de la famille Villeroy et Bosch, qui sont des faïenciers très, très connus. Et c'est aussi le frère d'Anna Bosch, qui est peintre. Donc ils sont tous les deux peintres. Le frère et la sœur. Et donc Eugène Bosch a travaillé dans l'atelier de Léon Bonnat et de Cormont à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que le frère et la sœur sont peintres impressionnistes et sont aussi des mécènes. Eugène Bosch a aidé par exemple Émile Bernard et sa sœur, qui c'est Anna Bosch, c'est la seule, c'est la femme qui a acheté le seul tableau que Van Gogh ait vendu de son vivant, donc qui s'appelle La Vigne Rouge. Quoi. Et là, je suis bien content parce que j'avais oublié son nom à cette année, parce que j'avais lu il y a quelques années déjà que effectivement il avait vendu qu'une toile à une artiste belge. Mais et c'est elle, voilà. En fait, il a vendu quand il exposait, quand il avait été invité avec le groupe des vins dont on a déjà parlé là quand on parlait de James Ensor. Donc c'est à ce moment-là, parce qu'elle a fait partie donc de ce groupe des vins, quoi. Et Van Gogh et Eugène Bosch, eux, se sont rencontrés pas dans le Borinage, mais ils se sont rencontrés dans le sud de la France en 1888. Et Van Gogh a fait d'ailleurs un portrait d'Eugène Bosch qui s'appelle Le Poète, et c'est un tableau qui a été légué au Louvre par la suite. Il est très connu ce portrait. Ouais. Et donc Eugène et Vincent Van Gogh échangeaient beaucoup de peintures aussi. Et c'est pareil, j'ai appris là qu'il y avait une exposition aux Pays-Bas, donc en 2010, qui mettait en parallèle Van Gogh et Eugène Bosch. Merdoum, crotum, oui, voilà. Piquet-Cou, donc, a eu la vista, cette fois-ci encore. Ça commence à être lassant. Alors que moi, j'ai des œillères, parfois, je vous dis, parce que je voulais voir les mangeurs de pommes de terre. Alors, les mangeurs de pommes de terre étaient soi-disant représentés en 3D dans un... aucun intérêt. Mais bon, ça nous a paru, inutile de faire le détour. C'est bon pour les touristes, mais nous, on voulait voir le vrai de vrai de vrai. Peut-être que je le verrai un jour, on sait pas. Peut-être. Mais en tout cas, Mons, ce qu'on peut dire de Mons, c'est que c'est quand même une petite ville qui nous a paru toute sympathique. Il y a une place, là, une grande place, qui s'appelle la Grande Place, elle est plus petite que la Grande Place de Bruxelles, mais elle est quasi piétonne, et nous, il faisait beau, on a pu manger en terrasse, dans une petite brasserie toute sympa. Tu te souviens du nom ? L'Excelsior. L'Excelsior. Non, si vous allez à Mons, allez à l'Excelsior, on vous le recommande. Alors, soyez pas trop sensibles aux gens qui parlent fort, parce que la serveuse qui est épaisse comme une tringle à rideau, parce qu'elle a une voix de ténor assez impressionnante, et chaque fois qu'elle passe à côté de moi, en gueulant le nom d'un truc ou je sais pas quoi, je faisais un bond d'1 mètre sur ma chaise. Voilà, non, mais autrement ils sont d'une gentillesse, mais alors. Et le premier où on a bu la bière. Je me souviens plus, c'est vrai qu'on a comme. Oui, alors ce qu'il faut préciser, c'est que l'exposition de Van Gogh au Borinage s'arrête le 17 mai, elle avait commencé en janvier.
Donc c'est une exposition qui fait partie des grosses expositions. Donc on arrive, on prend un billet et on rentre pas forcément tout de suite. Bon, on est loin des foules quand même qu'il y a ici dans les expos. Même s'il faut prendre un billet un peu à l'avance. Nous, on est arrivé, on a eu 3/4 d'heure. Du coup, ça nous a permis d'aller boire une petite mousse en attendant. Puis avec notre carte de presse, ça offre des facilités. Sauf à Bruges, mais on va vous en parler. Voilà. Et Mons, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a une prison à Mons, parce qu'on a vu un bâtiment en rentrant, on s'est demandé ce que c'était. Bon, ça, j'ai pas complètement trouvé, parce qu'il y avait des noms comme concentration dessus. Enfin, du coup, j'ai cherché des infos sur la prison. J'ai vu qu'à Mons, il y avait une prison, et que c'est dans cette prison que Verlaine a passé 15 mois, et où il a écrit ses plus beaux poèmes. Voilà, 15 mois, parce qu'il avait flingué Rimbaud. Ouais, deux coups de revolver dans Rimbaud, quoi. Ouais, voilà. C'était un homme sans condition, un type qui avait pas d'ambition, pourtant bon Dieu qu'il était fort. Il n'avait pas de situation, il travaillait au charbon dans les villes noires du Nord. On l'avait appelé coup de grisou un jour qu'il était en colère et qu'il avait mis en dessous tout un bistrot avec les verres. À force de peiner dans le noir, il n'aimait que la fleur du soir, le soleil lui brûlait les yeux. Le grand jour l'empêchait de parler, c'était un dieu de l'obscurité, un dieu bien triste et malheureux, un dieu bien triste et malheureux. Car il aimait par-dessus tout une fille des plaines aux cheveux roux, roux comme les sarments des vignes. Des cheveux où la lumière bleue sans le forçait à cligner des yeux, comme si le soleil lui faisait signe. Elle l'emmenait dans les moissons par les vrais chemins du dimanche. Tout était clair, tout était blanc, et la clarté prenait sa revanche. Ça lui faisait mal derrière le front, mais il faisait des concessions d'âme. Il essayait d'être heureux. C'est comme ça qu'on fait un amour. Elle l'a trompé par un beau jour, avec un qui aimait le ciel bleu, avec un qui aimait le ciel bleu. Quand Grisou à toute la prise travaillait au fond du puits tout luisant de reflets tout noirs. Pendant 10 secondes, il n'a rien dit et puis d'un seul coup, ça l'a pris. Ah, c'était pas joli à voir. Rien qu'à l'entendre, on se demandait si le diable n'était pas sous terre. Probable que ça lui ressemblait puisqu'il a tout foutu par terre. Quand le vrai Grisou s'en est mêlé à eux deux, ils ont fait sauter la terre, la mine et tout pour vivre. Après 3 jours, on l'a remonté avec sa part d'éternité. Et quand on l'a sorti du puits, la lumière se moquait de lui. Le soleil donnait un câlin pour l'embêter une dernière fois. Mais coup Grisou était guéri, il avait épousé la nuit. C'était Édith Piaf, Coup de Grisou. Oui, Édith Piaf sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Radio Libertaire qui est en plein travaux de rénovation. Eh oui, on se rénove même ici. Et puis, donc, merci aux ouvriers qui travaillent, à notre camarade technicien, chef de la radio qui est là aussi. Voilà. Ça, les anarchistes, toujours sur le pont. Édith Piaf, une voix, même si c'est plus tellement la mode de l'écouter, nous on aime bien. Puis elle exprime bien ce qu'elle doit exprimer.
Alors, voilà, c'est presque terminé, notre petit voyage dans le Nord, sauf que on a encore des choses à dire sur Ostende, sur Le Roi et sur Lina Morel. Et puis un petit peu sur Bruges, mais pas trop longtemps quand même. Non, pas trop longtemps, parce que bon, surtout ce qui est intéressant, voilà, on est encore passé à Ostende, on était passé un jour à Ostende, une nuit là, voilà, pour aller après sur Bruges et redescendre sur Tourcoing. Voilà, alors Ostende, oui, parce que alors là, je me disais tout à l'heure, si De Volder avait fait le borinage, s'il avait fait des sculptures sur les mineurs, ça aurait eu une autre gueule. C'est avec ses patines d'ailleurs De Volder qui sont un peu trash, qui sont pas des patines classiques, qui sont des patines qui ont parce qu'on a eu la chance avec Piquet-Court, on voulait absolument voir De Volder a fait une sculpture aussi 3 mètres de haut, c'est un homme, un pêcheur, un homme nu en tout cas, qui ramène un énorme poisson à la mer. Déjà, la démarche, je vous en ai déjà parlé, j'avais trouvé ça extraordinaire, de remettre un poisson. Il faut voir le poisson, il est très, très... Un bon gros poisson mort, non, pas mort, vivant, mais bon, qui se serre contre sa poitrine comme ça, et on a l'impression... c'est comme une piéta, presque, voilà. Et c'est magnifique, parce que, bon, dommage qu'on l'ait foutu à cet endroit-là, parce qu'on le voit pas depuis la promenade, quoi. Moi, j'y suis passé devant 2 fois, je l'ai pas vu. C'est Piquet-Court qui a dû m'y emmener en me disant mais non. Alors que Piquet, voilà. Bref, on y est allé. Alors j'ai embrassé le poisson, puis j'ai embrassé la sculpture, parce que c'est vraiment. Et là, il y a De Volder, il fait des patines, voilà, qui bougent, qui donnent. On a l'impression que la sculpture presque a des mouvements, a des frissons, voilà. Non, il aurait fait lui des mineurs, quoi. Il aurait pas fait des mannequins, voilà ce que je veux dire. Bon, c'est craché comme ça, donc Piquet-Court l'a vu en coup de vent De Volder, voilà. On voulait aller lui porter l'enregistrement de l'émission, mais ce jour-là, il a été fermé, et le lendemain, elle n'ouvrait qu'à 2h, et nous, on est partis avant. Donc, on est passé par Bruges, hein, Dominique. Ouais, toi, t'avais envie de voir Bruges, donc on s'est dit qu'il y avait peut-être 2-3 expos sympas, donc on est passé par Bruges. Une très mauvaise idée. Oui, très mauvaise idée, parce que j'ai encore fait ma danseuse, ça m'arrive un peu souvent, un peu trop peut-être. Non, j'ai été vraiment déjà complètement paralysé par les cohortes, les hordes de retraités. Voilà, ils aiment bien marcher en troupeau, avec à la tête du troupeau quelqu'un qui leur commande tout ce qu'ils regardent. Ils sont pas capables tout seuls de se faire une idée de ce qu'ils regardent. Non, il faut leur dire ce qu'ils regardent. Voilà. Bon, déjà ça m'avait gavé un maximum. Après, on va dans un musée avec nos petites cartes de presse, hein, Radio Libertaire, mais ça marche partout en Belgique, sauf à Bruges. Voilà. Et là, le mec, non, pas de ça ici, on ne fait plus ça. Non, alors, un mec, on aurait cru encore une fois un mannequin, là, pour le coup, bon chic, bon genre, brushing et tout. Voilà, parce que les entrées c'était quand même 12 € ou 15 €, je sais plus. Enfin, nous on peut pas foutre des prix comme ça pour aller voir même les choses les plus belles, hein, quand on peut le faire gratuitement. Donc on est reparti gros gens comme devant. Dominique voulait qu'on mange là-bas. J'ai dit pas question de bouffer dans ce pays pourri avec les retraités et tout. Et on a bien fait, parce qu'il y a un copain qui est allé, lui il nous a dit les mecs, vous avez bien fait, parce que vous auriez vu le coup de bambou, vous auriez avancé derrière les oreilles. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que Bruges, c'est une ville musée, c'est tout parfait, c'est tout beau partout. C'est lourde. Et voilà, et il y a beaucoup trop de monde. Moi, je pensais pas que avant le week-end et déjà un peu quand même en avance sur la saison, il y aura autant de monde, mais c'est ça, effectivement, le plaisir est complètement gâché, quoi. Ouais, et puis je vous dirais que le pittoresque me fait de plus en plus gerber. Voilà, ouais. Les belles maisons, les beaux machins, oui c'est beau, c'est joli, là t'as vu ici, moi j'en ai ras le cul. C'est pour ça que je commence à... Piquet-Court l'a aimé avant moi, mais je commence à aimer Ostende justement pour ça. Il n'y a pas des beaux trucs comme ça, il n'y a pas des machins où on s'extasie, etc. C'est une ville nature, on l'accepte pas, c'est brutal, c'est voilà. Mais bon, c'est une ville qui vit en tout cas. Ostende, c'est ça, c'est vraiment le mélange des bâtiments moches quand même de bord de mer. Ouais. Et en même temps, plus on y va, il y a quelque chose. Moi, je sais pas, j'ai du mal à savoir exactement pourquoi, mais j'aime quand même ce front de mer. Ouais. Voilà. Et puis des fois, dans les petites rues adjacentes, il y a encore des façades flamandes qui sont magnifiques. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, je commence à adhérer à
à ton amour de stade. Et puis on a passé les 2 fois où on y est allé, tout s'est bien passé, etc., etc. Bon, bref, on va pas en faire une tonne. Donc pour nous, Piquicou a été gentille. Elle s'est dit bon, il faut quand même leur quinquer le pépère là. Alors elle a filé sur Tourcoing. Et Tourcoing, alors on n'a pas pu retrouver notre fer à cheval, notre petit resto ch'ti là, parce qu'il a fermé. On fait une histoire tragique, je vous la raconte pas. Et donc on a trouvé une brasserie là aussi, vachement sympa. On a très très bien mangé, pour pas trop cher et même pas cher du tout. Voilà. Et on est allé au Mouba. Parce qu'au Mouba, on est allé voir donc notre camarade Eugène Leroy, que je retrouve personnellement, et je pense que Piquicou est comme moi, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, en même temps, beaucoup d'émotion aussi. Seulement, manque de peau, il y a sa compagne a fait un film sur lui, elle a fait avec des bouts de film, elle en a fait un doc qui dure plus d'1 heure, je crois, voilà. Et moi, ça fait 2 ans que j'essaye de l'avoir, ce truc, parce que j'écrivais, on me répondait pas. Bref, il était au Mouba, puis je l'avais pas vu en plus. Il était dans un espèce de catalogue. Alors moi, je voyais les catalogues, j'aurais jamais eu l'idée qu'il y avait un CD dedans, ou un DVD, comme vous voulez. Et donc, je demande à la caisse, et la dame de la caisse, très gentille, comme toujours dans le Nord et comme toujours au Mouba, elle me dit oui, je vais voir, non, on n'en a pas là, alors elle savait même pas qu'il était. Alors, si elle le savait pas, comment voulez-vous que je le sache, moi? Bref, on a su ça après, parce qu'il y a un des gardiens qui dit, mais si, il y en a, là, c'est moi qui les ai mis, parce que bon, donc j'ai acheté ce fameux CD et ce petit catalogue pour un prix qui met mon compte à sec, quoi. Je fais découvert, peu importe. Puis écoute, t'es pas très content quand elle voit que je fais des gestes suicidaires comme ça, bon. Et alors la déception, si vous saviez, mes camarades, quand on a visionné ce film avec Piquicou, quand on est rentré, c'était horrible. Le catalogue complètement incompréhensible. C'est presque du chinois, quoi. Vous voyez, peut-être que je comprendrais mieux le mandarin que ce qui est écrit dessus. Enfin, c'était une énorme déception. Voilà. Ouais. Par contre, disons aussi ce qui était très bien dans cette expo du Mouba, c'est quand même de retrouver ces toiles d'Eugène Leroy, et surtout de retrouver des toiles qu'on n'avait pas vues, qui concernent une période justement avant qu'ils fassent tous ces empattements, ces toiles de 3-4 cm d'épaisseur, des toiles qui étaient entre eux, qui commençaient à frôler un peu l'abstraction, mais des paysages avec des très belles couleurs. C'était du pur bonheur. Du pur bonheur, c'est une découverte. Et alors, personnellement, mais je comprends aussi pourquoi il était jusqu'au boutiste comme ça. Il aurait dû s'arrêter là. Enfin, pas s'arrêter là, mais là, il avait trouvé quelque chose qui était compréhensible pour le commun des mortels, et qui était vraiment d'une force et d'une beauté incroyable. Enfin bref, il a voulu pousser le bouchon loin. C'est un peu ce qu'il explique dans le DVD. Enfin, il y a des extraits qui expliquent plus ou moins ça. Mais en même temps, dégoûté aussi un peu par voir le gâchis de peinture qu'il faisait, quoi. C'est vraiment là, il faut avoir du fric, hein, pour peindre comme ça, hein. Des tubes, il versait un tube entier sur sa palette. Et puis des tubes qui doivent coûter bonbon, la peau du cul, quoi. Et il peignait d'une manière, c'était un peu écœurant, la manière dont il peignait, quoi. Enfin bref, ça n'empêche que ses œuvres, évidemment, je suis toujours aussi enthousiaste de son travail, mais il y a cette un espèce de quand même de chose qui me restera, je crois, toujours derrière la tête, de gâchis, de quelque chose qui met mal à l'aise, quoi, en tout cas. Voilà, c'est ça, hein, je pense, en quelque sorte. Voilà, et puis alors là, le clou du spectacle, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un de la famille de Piquicou, une artiste peintre dans la mine, Lina Morel. Alors, c'est une belgeo-bretonne ou une bretonnante belge, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est un mélange de bretonne et de belge. Voilà. Alors, bretonne par ses yeux bleus magnifiques et belge par sa gentillesse, son tempérament, et qui a travaillé 8 ans au fond de la mine. Non, mais vous imaginez, à peindre, oui. À dessiner. Elle n'était pas mineure. Déjà, c'est un exploit d'arriver à avoir l'autorisation de descendre. Et elle ne pouvait descendre que la nuit, parce que la nuit, si vous voulez, on réparait, on construisait, etc. Mais il n'y avait pas d'extraction de charbon. L'extraction de charbon, c'était le jour. Donc, elle a eu l'autorisation de descendre la nuit. Dans les années 50. Dans les années 50. Et alors, là, j'ai devant les yeux un petit bouquin qui était sûrement fait à compte d'auteur, quoi, où on voit des photos d'elle dans la mine,
c'est une toute petite nana d'1m50, hein, et qui se retrouve avec des mineurs polacs d'1m80. Et italiens. Et italiens avec leur mandoline, et voilà, avec leur mandoline, c'est un peu vrai, parce que les Italiens, vous savez, ils chantaient O Sole Mio toute la journée, toute la nuit quand elle était là. Toujours aussi séducteur, voilà. Et elle a en 8 ans, hein, elle a même été coincée au fond de la mine par un éboulement, et elle a continué à peindre pendant l'éboulement, etc., etc. Oui, c'était vraiment une kamikaze, je veux dire, mine de rien. Et alors, elle mériterait d'ailleurs, elle mériterait beaucoup plus que ce qui lui est consacré là, parce qu'elle a quand même eu des pièces qui ont été dans des musées prestigieux, chez des collectionneurs prestigieux, etc., etc. Voilà. Et puis Kékou, ils ont une maison avec son compagnon en Bretagne là, et il y a toutes ses œuvres là-bas. Alors voilà, ces quatre, je vais y aller. J'ai tout raflé. Et puis alors voilà, parce que c'est vraiment, faut voir. Alors c'est une peinture, je dirais. Alors c'est tout le contraire de Meunier. Hein. C'est une peinture pas naïve, mais on sent qu'il y a quelque chose dedans de frais, de quelque chose de touchant. C'est pas une peinture qui écrase. Elle est avec les mineurs au fond de la mine. Il faut imaginer ça. Elle peint à la lumière de la lampe de son casque. Hein. Ouais, et encore, elle disait qu'elle n'avait pas eu une lampe tout de suite. Hein. Il lui a fallu plusieurs années pour avoir l'autorisation de la lampe. Ouais. Et que même pour descendre, elle a eu une autorisation parce que l'administrateur de la mine était amateur d'art. Hein. Voilà, c'est ça. C'était le baron Hénin de Moncul. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Alors on la voit donc jeudi avec ses mineurs. Il y a toute une série de photos. Il faudrait qu'on puisse en mettre sur notre blog parce que ça vaut le coup quand même de la voir. Au milieu de tous ces mineurs, cette petite bonne femme. Ouais, elle partage leur casse-croûte, qu'ils appellent le briquet. Le briquet, ouais. Elle a tout fait avec eux. Et elle était quasiment amoureuse de 2 chevaux qui étaient au fond de la mine. Il y en avait un qui avait près de 35 ans ou 40 ans. Alors les chevaux, c'était touchant parce que le cheval, la première fois qu'il l'a entendu au fond de la mine, il savait plus où il en était parce qu'il avait jamais entendu de voix de femme. Ils sortent tous les ans 8 jours, je crois. Ils les sortent de la mine pour qu'ils prennent l'air une fois par an, 8 jours. C'est leur congé payé. C'est leur congé payé. Et ils les sortent les pattes en l'air. Hein. C'est curieux quand même. Bon, bref. Mais ils ont une écurie confortable, tout ça. Alors, elle avait remarqué qu'il aimait beaucoup le sucre, ce cheval. Et puis, il y en avait un autre, il volait les casse-croûtes des mineurs. Non, mais c'était vraiment... Alors, tout ça, c'est touchant parce que là, on voit ce que c'est que la mine. C'est plus, évidemment, c'est plus le borinage de Van Gogh. C'est plus tous ces pays de merde qu'on a pu voir à la fin du 19e siècle. Mais les mineurs, ils ont les mêmes gueules. Hein. Ils sont habillés pareil, ils sont aussi crado. Ils ont toujours leur casque en carton bouilli. Je me demande à quoi ça peut servir, un casque en carton bouilli. Avec dessous un petit bonnet en laine, en coton, quoi, dessous, sous le casque bouilli. On les voit, ils sont noirs de charbon, quoi. Elle aussi d'ailleurs, et c'est rigolo parce que... elle disait qu'elle a pendant 8 ans, elle avait pratiquement pas eu les ongles propres. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas comme les mineurs, c'est incrusté. Et elle est habillée par le magasin d'habillement des mineurs, c'est-à-dire qu'elle a des frocs qui sont 2 fois grands. C'est vraiment du Chaplin, quoi. Avec plein de pièces, parce que on leur filait des bourgerons de travail, mais usagés, c'est-à-dire qu'il y avait des pièces quand il fallait raccommoder, tout ça, voilà. C'était assez... Non, c'est passionnant de penser que une petite bonne femme comme ça a pu accomplir cet exploit. C'est la seule au monde à être restée 8 ans au fond de la mine. C'est pas jour et nuit, mais quand même, elle y descendait toutes les nuits pendant 8 ans pour faire une œuvre une authentique, je veux dire, sur la mine. Ouais, tout à fait. Je fais peut-être les expos rapidement parce que il est déjà pratiquement l'heure d'arrêter. Donc je vais faire les expos, puis après on mettra les chansons. Enfin, on verra comment on se débrouille. Donc les expos justement à ne pas manquer. Donc Mons, l'exposition Van Gogh au Borinage jusqu'au 17 mai. Le Mouba, donc à Tourcoing, c'est voilà. Après, on a reçu dans cette émission, on en parle de quand même assez souvent, Laurent Lerner qui avait donc édité chez Delirium la Grande Guerre de Charlie, donc l'équivalent de Tardy mais côté anglais. Et là, donc les planches originales de cette bande dessinée sont en vente, en expo-vente, même en expo aussi, à la librairie Super Héros, qui est 175 rue Saint-Martin à Paris. Donc pourquoi pas aller y faire un tour.
Des copains à toi, Ange et Damnation, qui travaillent le bronze. Donc, nous invitent, ce sont deux femmes sculpteurs qui nous invitent dans l'atelier donc à découvrir leur nouveau bronze 2015. Donc du bois, du corail, de la défense de phacochère, des oiseaux, des danseuses, des masques ou des ventres, des anges et des quoi. Donc le vernissage mercredi 6 mai à partir de 18h. Après, il y a la suite de leurs expos. Ça, c'est 50 rue là-bas, au métro Marcadet-Poissonnière, dans le 18e arrondissement à Paris. Et une dernière info que j'ai reçue hier dans ma messagerie, le film une histoire populaire des États-Unis, faite à partir du livre de Howard Zinn, qui a été fait par Mermet, Olivier Azam, donc et les Mutins de Pangée, sort demain à Paris, dans 3 cinémas, au Saint-Michel, au 7 Parnasse, et j'ai oublié le 3e. Donc ça, on peut aller voir plus précisément. J'ai mis un lien sur le blog. Donc un film, à mon avis, incontournable, dont il faut faire la promo. Ouais, ils ont dû mettre 4 ans à le faire. Ils sont retournés plusieurs fois aux États-Unis. Ils ont fouillé dans les archives de Howard Zinn. Enfin bon, je crois que ça doit être un travail passionnant. Alors les œuvres de l'AFA, je suis désolé pour ces petites œuvres de l'AFA, j'avais tout préparé, mais on vous en reparlera plus longuement la semaine prochaine. Vous savez, les œuvres de l'AFA, c'est les éditions du Monde Libertaire, c'est l'hebdomadaire du Monde Libertaire et son copain là, le hors-série, et puis la radio que vous écoutez en ce moment, et puis la librairie Publico, mais je vous en parlerai. On reprendra le cours normal des choses la semaine prochaine, qui sera peut-être moins fourni en infos. Ouais. Et une dernière annonce quand même qui concerne Publico, parce que j'ai eu tendance à les oublier ces derniers temps. Ouais. Donc c'est demain, le mercredi 29 avril à 19h30, la campagne Construire l'autonomie, le Chiapas. Donc Chiapas, c'est une région du Mexique, et l'autonomie zapatiste. Donc il y a une réunion qui est organisée et animée par les groupes Regard Noir et Salvatore Segui. Donc c'est demain, donc entrée libre à Publico, 145 rue Lamelot, dans le 11e arrondissement. Bon, on va se finir avec Paco. Tout à fait. Ouais. Salut les copains, les copines, les copains. Donc à la semaine prochaine, et puis sur notre blog www.arakai.fr. Voilà, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo
y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.